Bonjour et bienvenue dans l'émission Regard, votre émission d'information, de sensibilisation et de promotion de la communauté francophone. Je suis Herman Légué. Pour votre premier numéro, nous avons le privilège d'avoir comme invité M. François Boileau, commissaire des services en français depuis 2007. Depuis sa nomination, M. Boileau travaille fort à améliorer la qualité des services en français en Ontario, afin de répondre aux besoins de la communauté francophone, d'en assurer son plein développement et de préserver sa culture et sa langue. Restez connectés, dans un instant vous en saurez davantage. Vous allez bien? Oui, ça va bien, Oui. Alors, bienvenue au commissariat. C'est un honneur pour nous en tout cas. C'est un honneur pour nous. Ici, je présente. Allez bien. Merci M. Boileau d'avoir accepté de vous prêter à nos différentes questions. Bon, mon grand plaisir. Moi je suis Herman Légué. Donc le thème de l'émission, ce sera le bilan et les perspectives d'avenir de la communauté francophone pour une communauté unie et forte en Ontario. Et donc on va vous soumettre certains nombres de questions. Bien sûr. Voilà, on a fait l'effort quand même de chercher des questions pour vous qui ne sont pas standards. D'accord. Parce que depuis un certain nombre de temps, je veux dire, il y a des informations qui traversent la toile et tout. Et donc on va revenir sur certains éléments pour permettre à la communauté d'avoir une pleine connaissance, une pleine explication de certaines situations. Voilà. D'accord. Et donc on sait depuis un moment qu'avec le nouveau gouvernement mis en place, l'abolissement du commissariat des services en français, le projet de l'Université de l'Ontario, qui a été aussi ce qui représente pour nous des symboles de la communauté francophone en Ontario. C'est comme on pourrait considérer que c'est un travail acharné, un travail de longue haleine, qui est vain aujourd'hui. Quelle est votre impression, je veux dire? Quelle est l'analyse objective Oui. que vous faites de cette situation? C'est surtout ça, votre analyse objective, parce que il va sans dire que c'est une volonté de ne pas voir la francophonie prospérer. Et donc vous, en tant que commissaire, quelle est l'analyse objective que vous faites de cette situation? En fait, je ne poserai pas de jugement, justement, politique. Ce n'est pas mon rôle. Oui. Mais objectivement parlant, lorsque le gouvernement a mis fin au commissariat aux services en français, donc ça arrive très bientôt, au 1er mai, le commissariat sera dissous, bien c'est une perte pour la communauté francophone, parce qu'on perd une institution franco-ontarienne qui est présente à l'Assemblée législative. Et ce qu'on perd, c'est une institution qui était là pas juste pour s'assurer que les francophones reçoivent des services en français, mais qu'ils reçoivent les bons services. Donc, on reçoit les bons programmes. Et pour faire ça, c'est que nous, on n'était pas en attente de plaintes. On allait au-delà et au-devant des plaintes. Donc, par exemple, le débat qu'on a sur l'Université de l'Ontario français, on n'aurait pas ce débat-là si je n'avais pas présenté un rapport, déposé un rapport sur la question en 2012. Et bien qu'on parle de projets d'université depuis une quarantaine d'années, dans les années 2010-2011, c'était quand même très dormant. Oui. Donc, c'est parce qu'on a émis un rapport factuel, objectif, qui démontrait noir sur blanc que la communauté francophone de Toronto, du centre-sud-ouest notamment, Hamilton, London, Windsor, qui est aussi une communauté très diversifiée, en passant, bien qu'elle n'a pas du tout les mêmes services qu'on a à Ottawa ou dans le Nord. Et qu'il était temps qu'on donne à cette communauté, y compris la communauté diversifiée présente à Toronto et dans le centre-sud-ouest, des opportunités d'éducation postsecondaire en français. Comme on avait intitulé dans le rapport, pas d'avenir sans accès. Donc, on avait dit, écoutez, on a de 0 à 3% de l'équivalent des programmes qu'on a en anglais. Tandis qu'à Ottawa, c'est 36%. 36%. Pas déjà tant que ça non plus. Oui. Et 33% dans la région de Sudbury. Donc, ici, c'était nettement défavorisé par rapport au programme, 0 à 3%. Ça peut être augmenté de quelques pourcents, mais pas tant que ça. Donc, le débat sur une université de l'Ontario français fait encore rage à un niveau factuel. On a des besoins de la communauté
entité francophone ici a des besoins. Effectivement. Faut-il que, à votre initiative, il y a beaucoup d'autres projets qui ont vu le jour, hein, compte tenu de vos différentes recommandations. À côté de l'Institut de l'alphabet français, il y a d'autres projets qui ont vu le jour. Voilà. Mais il est dit que le commissariat sera désormais au sein de l'Ombudsman. Vu le caractère indépendant que le commissariat avait, okay, la question qui me vient en tête, c'est est-ce que vous pouvez nous dire de façon certaine que les droits des francophones seront préservés de la même façon dont elle était quand le commissariat était indépendant? Je ne peux pas vous garantir ça. Je peux vous garantir que l'Ombudsman est quelqu'un de compétent. Je peux vous garantir que l'Ombudsman est quelqu'un qui va être à l'écoute. J'en suis certain de ça. Mais est-ce qu'il va être proactif? Je ne pense pas. Et ça, ce n'est pas un déni par rapport à l'Ombudsman, c'est que ce n'est pas dans son ADN. Ouais. Et lui-même le reconnaît publiquement. C'est une organisation de dernier recours. Ouais. Le commissariat n'est pas une organisation de dernier recours, bien au contraire. En immigration, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait en immigration? Lorsqu'on a su que le gouvernement, en 2011, allait se doter, en 2012, d'une nouvelle politique, d'une première politique en matière d'immigration, on s'est assuré qu'il y ait des francophones qui soient nommés sur le comité aviseur. Et c'est Léonie Chatat, de mémoire, qui était sur ce comité-là. Okay. Et on a travaillé avec elle. Et donc, la première politique du gouvernement de l'Ontario disait qu'on devait se doter d'avoir au moins 5% d'immigrants francophones. Ben ça n'avait pas été du travail d'avant-scène, d'arrière-scène plutôt, du commissariat. Est-ce que ce serait arrivé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on a été quand même très efficace. Et Paul Dubé et son équipe, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir être proactifs à cet égard-là. En ce moment, on fait beaucoup de travail. Il y a un projet de loi incroyablement important qui va modifier de fond en comble le régime de la santé en Ontario. Projet de loi 74. Et nous sommes extrêmement actifs dans ce projet de loi-là, en arrière-scène. Vous ne voyez pas présents dans les médias à en discuter. Parce que nous sommes dans les coulisses à rencontrer les gens du gouvernement, à proposer des modifications au projet de loi 74 et on espère que la semaine prochaine, devant le comité, que le gouvernement aura lui-même apporté des amendements qu'on appelle amis, c'est-à-dire qu'il aura compris un peu certaines propositions et que le gouvernement arrivera avec ses propres propositions. Et donc, nous, on va applaudir. Et donc, on aura fait notre travail. Effectivement, vous avez parlé tantôt de la modification de la loi 74. Dans la même dynamique, on constate qu'il y a une suppression éventuelle des entités de planification. Quand on sait que les francophones ne vivent pas forcément les mêmes réalités, dépendamment des régions dans lesquelles ils se trouvent, quelle peut être, je veux dire, l'issue de cette... Les entités vont survivre. Les entités elles sont déjà présentes dans le projet de loi 74. Okay. On avait déjà fait notre démarchage auparavant, avant que ça sorte. Donc, le message avait été bien compris que les entités de planification de services de santé en français sont quand même protégées. Est-ce qu'elles vont demeurer au nombre de 6? Est-ce qu'elles vont avoir les mêmes territoires géographiques? Ça, c'est tous des détails qui devront être retravaillés un peu plus tard, mais pour l'instant, l'esprit même d'une entité de planification de services de santé, elle est là. Et dans le projet de loi 74, justement, ils ont un rôle à jouer avec Santé Ontario. Il faudra voir comment ces entités vont maintenant pouvoir jouer un rôle avec les équipes de Santé Ontario locales et les équipes des fournisseurs de services de santé qui vont être mises en commun là, pour former des équipes vraiment qui vont offrir les services de santé sur le terrain. Ben là, comment est-ce que les entités vont naviguer avec elles, ça demeure encore flou. C'est pour ça qu'on a interagi avec le gouvernement. En tout cas, c'est vraiment intéressant de l'entendre. Il y a eu plus de peur que de mal, parce que ça aurait fait beaucoup de changements. Ça aurait été perte d'emploi. Ça va être vraiment... Il y a 3 domaines de vulnérabilité quand on parle d'accès aux services en français, notamment dans le domaine de la santé, l'aide à l'enfance, dans le domaine juridique. Oui, l'accès à la justice. L'accès à la justice, d'accord. Et comme recommandation, que vous avez dit dans un de vos messages que la clé de voûte à l'entente de l'objectif sur les services en français est bien évidemment la promotion de l'offre active.
Ça paraît important et on constate beaucoup d'investissements qui sont faits je veux dire, dans cette promotion-là de l'offre active. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait aussi judicieux en parallèle de fournir autant d'efforts pour rendre la demande plus active? Oui, parce que ça pourrait favoriser un tant soit peu l'effectivité et la mise en place de l'offre active. Vous ne pensez pas? Vous avez tout à fait raison. Mais mon travail, c'est de m'assurer que le gouvernement offre activement des services en français. Le travail de la communauté, ça serait le vôtre, de convaincre les gens de la communauté francophone, les membres individuels de la communauté, de demander activement leurs services en français et que s'ils n'en ont pas, évidemment, porter plainte au commissariat ou à l'Ombudsman de l'Ontario dans quelques temps. Mais ça, c'est la question, c'est que moi, je peux responsabiliser le gouvernement, je ne peux pas responsabiliser les individus. Parce que mon rapport de force est avec le gouvernement, n'est pas avec la population. Alors, j'ai déjà dans le passé fait des recommandations qui s'adressaient à la population. C'était très général. Je l'ai fait une seule fois. Et je choisis avec Essia parce que je sais que je nage un peu dans le vide dans la mesure où c'est pas à eux. Mon mandat n'est pas visé vers la population, mais vers le gouvernement. D'où le concept de l'offre active. Parce qu'il est capital que le gouvernement crée des environnements qui favorisent le citoyen ou la citoyenne francophone à demander des services en français. Et en ce moment, on peut rentrer dans un endroit où il y a de l'affichage dans les deux langues, mais si on n'offre pas activement le service en français, s'il n'y a pas un guichet où on peut se rendre et c'est clairement indiqué. Ça m'est déjà arrivé de me rendre dans un endroit et de voir qu'il y avait l'affiche en English, en français, et de faire la file pour ce guichet-là. Arrivé au guichet, je me fais servir seulement qu'en anglais, je dis bonjour, et la personne, puis là je pointe la fiche, la personne derrière le comptoir prend la fiche et la met de même. Wow, pas une bonne idée. Je crois que d'après ce qui nous revient, il y a beaucoup de francophones qui ont été confrontés à la même situation. Ou quand ils voient, ils ont l'impression qu'il y a les services dans les deux langues. C'est juste peut-être le bonjour qui est en français, et le reste... comme à l'aéroport. Oui, c'est ça, justement. Vous avez... We've got a French one here. Effectivement. Là, on a l'impression de déranger. Oui, c'est ça, en fait. Puis ça, c'est pas... Là, ça, c'est pas un environnement qui est favorable à ce que le francophone redemande des services en français. Parce que, visiblement, on a dérangé. Puis ça, on ne fait pas. Ma vision des services en français porte essentiellement sur la vitalité de la population francophone. J'associe directement le développement des communautés avec les services adaptés à leurs besoins que leur offre activement le gouvernement et ses institutions. D'ailleurs, l'un des rôles consiste à travailler de concert avec la fonction publique de l'Ontario afin d'améliorer la prestation des services en français. Dès ma nomination, j'ai exprimé ma détermination de tenir compte des francophones comme clientèle particulière à travers la province. Il est primordial que la population francophone puisse vivre, grandir et se développer en français et en Ontario. Il y a deux phrases dans votre message qui sont vraiment importantes pour moi. Le message en lui-même il est important, mais ces deux phrases ont attiré particulièrement mon attention. Ma vision des services en français porte essentiellement sur la vitalité de la population francophone. Et la dernière phrase, il est primordial que la population francophone puisse vivre, grandir et se développer en français en Ontario. Pouvez-vous nous expliquer un peu quoi vous pensiez quand vous... Avec plaisir. Quand on regarde la loi sur les services en français, elle n'a que 14 articles. C'est pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai demandé aussi, entre autres, qu'on modernise la loi sur les services en français. Mais quand on regarde, il n'y a même pas d'objet dans la loi. Donc, on ne sait pas c'est quoi son objet. Il n'y en a pas. Alors, il faut regarder dans le préambule. Dans le préambule, on dit clairement que c'est un attendu que l'Assemblée législative de l'Ontario reconnaît la population francophone de la province et désire sauvegarder le patrimoine culturel francophone pour des générations à venir. Ah, ben ça c'est intéressant. Parce que si c'est ça l'objectif de la loi, c'est-à-dire de préserver pour des générations à venir la population et sauvegarder le patrimoine culturel francophone de l'Ontario, alors ça veut dire que c'est pas juste de
de servir en français et d'avoir un document tête bêche qui va être en français. C'est d'avoir des bons outils qui vont favoriser non seulement l'individu, mais aussi sa famille et sa communauté à grandir et à se développer en français. On a un bel exemple avec la politique d'aménagement linguistique dans nos écoles. Dans nos écoles, on a cette politique d'aménagement linguistique qui vise à outiller les éducateurs de langue française à non seulement accomplir leur mission, donc d'enseigner en français, mais aussi de transmettre leur culture, parce qu'il y a plusieurs cultures francophones, la diversité de la culture francophone, et de transmettre ça et de transmettre cet amour-là à leurs étudiants. Donc, cette politique d'aménagement linguistique n'a pas son équivalent en anglais, parce qu'on n'en a pas le besoin. Alors, si on parle, par exemple, qu'on a une nouvelle politique en matière de recyclage de pneus usagés, bon, moi, en autant que tous les documents soient dans les 2 langues sur le site Internet, je vais être très content. Mais si on parle de santé, si on parle d'immigration, si on parle de services sociaux communautaires, d'aide à l'enfance, si on parle d'accès à la justice en français, peut-être que ça serait important qu'on se dote d'outils particuliers qui visent la communauté francophone. Je peux vous donner un autre exemple? Oui. Je recevais beaucoup de plaintes en matière d'accès à la justice du palais de justice d'Ottawa, la capitale nationale. J'avais un nombre de plaintes chaque semaine qui rentraient. On a mis en place, suite à des recommandations, un projet pilote qui m'était rendu permanent, très, très complet, pour s'assurer que le francophone, quand il rentre au palais de justice, dès son accueil, avec le garde de sécurité, il est servi dans les 2 langues et il est dirigé vers les bons comptoirs et il n'y a pas plus d'attente parce qu'il demande son service en français. Savez-vous combien de plaintes que j'ai reçues du palais de justice d'Ottawa depuis 2015, depuis que le projet pilote est en place? 0. 0. Ça, c'est la preuve que quand on met l'effort pour vouloir des résultats concrets, on peut avoir des résultats concrets. Et les citoyens justiciables de la région d'Ottawa sont maintenant super bien desservis lorsqu'ils vont à leur palais de justice. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'effort de penser en termes de qu'est-ce qu'on peut faire qui va être proactif pour les citoyens francophones. Ça, c'est ce que je recherche et c'est comme ça qu'on va accomplir ma vision que je vous parlais tantôt. Ça me permet de rebondir sur une polémique qui fait le tour de la toile présentement dans le domaine de l'éducation, par exemple. Il y a des conclusions d'un sondage administré par un cabinet de consultants, annoncé par son PDG bien évidemment, lors de l'Assemblée générale de l'AFO. Je pense qu'il disait que les enseignants issus de la minorité, certains enseignants issus de la majorité estiment que les enseignants issus de la minorité sont incompétents. Avez-vous eu vent de cela? Non, mais je serais scandalisé si... je tomberais en bas de ma chaise s'il y avait une étude formelle qui disait que c'était vrai. Dans la mesure où les gens qui sont formés à l'extérieur ont des façons de faire qui peuvent être différentes. Ça ne les rend pas non moins compétents. Ouais. C'est certain que l'enseignement au Canada, dans nos classes, n'est pas le même type d'enseignement qu'il y a en France ou dans des pays d'inspiration française ou dans d'autres pays, point. Les cultures changent. Donc, il y a une adaptation nécessaire de part et d'autre. Je peux imaginer très bien qu'un professeur qui est issu d'un régime, par exemple, français, va arriver ici, va voir que les étudiants le questionnent en pleine classe, le questionnent pendant alors qu'il est en train de livrer son discours. Ouais. Je peux vous assurer que c'est un choc pour des gens qui ont été formés ailleurs. Ouais. Où, dans cet ailleurs-là, les étudiants se la ferment, ils écoutent le professeur qui parle ou la professeure, prennent des notes et là prennent un rendez-vous et peut-être, s'ils sont chanceux, vont obtenir la grâce d'avoir un 2 minutes quelque part. Au Canada, c'est différent. On a une autre façon de procéder. Mais ça ne fait pas dire que l'un est moins compétent que l'autre. Donc, je pense qu'il y a des façons de régler ça, mais la seule façon réelle, c'est le dialogue. S'il n'y a pas un dialogue qui s'établit, que ce soit de la part de ces gens-là qui viennent d'ailleurs et qui s'inscrivent dans nos cours, si on leur dit ici, c'est de même que ça fonctionne, ben ça va casser. Il faut qu'on puisse s'enrichir aussi de ce qui se passe ailleurs, là. Parce que c'est ça la nouvelle réalité. L'humanité réussit à devenir meilleure que si on s'enrichit des expériences de d'autres.
Si on reste dans notre petit monde, puis qu'on reste seulement, qu'on se ghettoise, on va s'asphyxier et on va pas avoir l'oxygène nécessaire, des nouvelles idées que nous apportent les nouveaux arrivants pour survivre et s'adapter à un monde qui est diablement différent qu'il y a 20 ans. Okay. Pour corroborer un peu ce que j'ai dit, il y a une enseignante, une chercheuse à Ottawa, qui a fait une étude, bien évidemment, qui dit que les conseils, du moins les universités, investissent beaucoup d'argent pour recruter en Europe. Alors qu'il y a des compétences en Ontario, bien évidemment, qui sont issues de la minorité, mais ils préfèrent recruter en Europe. Quel est votre avis là-dessus? Il faut absolument changer ça. Si c'est vrai, il faut que justement l'Ombudsman prenne ce genre d'études-là, le fasse comme je ferais si j'étais encore en poste, et proposer un plan d'action pour contrer ça. C'est totalement inacceptable là, qu'on aille chercher des forces externes alors qu'on a des forces vives chez nous et qui sont compétentes. Donc, l'enjeu de la reconnaissance, parce que ce que j'entends, c'est que c'est différent de la reconnaissance des diplômes étrangers, qui est un autre enjeu sur lequel nous, on s'est beaucoup penché, mais qui n'est pas du tout facile à régler. Là, ce qu'on parle ici, de ce que vous semblez me parler, c'est la préférence qu'on pourrait avoir avec des gens qui partagent, on veut, plus ou moins là, une expérience plus commune, plutôt que celle qui est enseignée ailleurs. Puis si ça se trouve, c'est peut-être même de la discrimination. Et ça, c'est un autre enjeu. Donc, ça, c'est le genre d'enjeu que j'aurais beaucoup aimé explorer. Oui, parce qu'il faudrait que, au-delà de l'avenir de l'éducation, c'est celui de la francophonie ontarienne qui prend véritablement un coup. Si effectivement toutes ces études ou toutes ces travaux étaient avérés, c'est la francophonie en elle-même qui prendrait un coup. Elle est déjà assommée, plus ou moins. Je pense que, comme vous l'avez dit tantôt, il revient quand même à la francophonie de trouver des voies et moyens pour essayer de déceler les larmes pour le bonheur de la francophonie. Oui. C'est plus qu'important, je pense. Vous savez que ma première recommandation quand je suis arrivé comme commissaire, c'était de doter l'Ontario d'une définition inclusive de francophone. Toute première recommandation. Très important. Et pour moi, ça envoyait un message double. Non seulement au gouvernement, en disant, écoutez, notre francophonie, elle est vibrante et elle est diversifiée, et vous devriez comptabiliser tous ceux qui n'ont pas nécessairement la langue maternelle comme français, comme langue maternelle, pardon, mais qui ont peut-être l'arabe, le wolof, qu'ils ont le créole, qu'ils ont d'autres langues maternelles, mais qui parlent le français, qui vivent en français, qui envoient leurs enfants dans les écoles de langue française. Pourquoi ne seraient-ils pas considérés comme étant des francophones, tandis que le fédéral les considère comme des allophones? Et pour moi, ça, c'était capital que le gouvernement de l'Ontario comprenne ça. Ils ont changé, ils ont une nouvelle politique sur une définition inclusive depuis 2009, mais le double message était aussi un message à la communauté francophone. Parce que quand je me promenais dans le Nord ou ailleurs, j'allais voir des francophones qui sont, qu'on appelle, je déteste l'expression, mais comme plus de souche, là, donc de génération en génération, et qu'on me dit, mais des fois on me répond à Toronto avec un drôle d'accent français ou un accent d'ailleurs. Attention, là. Parce que de leur perspective, ton accent aussi, là, il est différent. C'est ça, il est différent. Et c'est ça aussi la nouvelle réalité, puis on est juste plus riche parce qu'on a de multiples accents. Et on est plus intéressant comme communauté parce que là, on a de multiples accents. C'est ça qui fait la particularité. C'est ce qui fait notre beauté comme communauté francophone. Sinon, on est fini, là. C'est juste entre les Boileaux qui sont arrivés en 1683, où, tu sais, c'est pas tellement intéressant, là. Mais si on s'ouvre à des Ligués, si on s'ouvre à des Fatima qui viennent d'ailleurs, à des Jean-Claude qui viennent d'ailleurs aussi, là, ça nous permet vraiment, à des Ibrahim, à des Mohamed, là, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus globale, qui est plus en lien avec 2019, là, soit dit en passant, parce qu'on est tous interconnectés. Une dernière question, M. Boileau. Au-delà de
je pense que je pourrais appeler mesures impopulaires. Comme je l'ai dit, je parle des mesures que j'ai citées plus haut. Quel bilan faites-vous de votre mission à la tête du commissariat depuis toutes ces années? Et selon vous, quel peut être l'avenir surtout? Parce que vous partez. Quel peut être l'avenir de la communauté francophone, du moins de la francophonie? Ben, de la communauté francophone, je n'ai pas de doute. On l'a vu je veux dire, le ressentiment qui a été assez visible de la part de la communauté lorsque le gouvernement a annoncé les deux mesures les plus impopulaires depuis longtemps, l'abolition de mon commissariat et du financement pour l'Université de l'Ontario français. Ça a créé une onde de choc que même moi, je n'avais pas vu venir. Là. Et de voir à quel point les gens se sont mobilisés, ils se mobilisent encore à l'entour de ces enjeux-là, me touche beaucoup et m'envoie le signal que la communauté francophone est en très bonne main dans la mesure où des individus comme moi passent, mais il y en a d'autres qui se lèvent et ça crée un rappel à quel point nos institutions sont importantes et qu'on doit les préserver. Le message que je retiens de mon bilan comme commissaire, moi j'ai toujours, c'est pas une question qui est facile parce que j'ai toujours œuvré dès le départ pour m'assurer que mon successeur ou ma successeur ait un travail facile. Donc c'était de jeter les bases de m'assurer que, parce que je suis constitutionnaliste de formation et expert en droit, je m'assurais que si Mme Tartampion m'avait remplacé, j'invente un nom, donc que Mme Tartampion me remplace et qui n'est pas experte en droit linguistique, pourrait rencontrer le sous-ministre au transport et qu'il y aurait une équipe qui lui aurait donné une note de brefage très complète et que Mme Tartampion aurait rencontré la ministre de l'Éducation sans être une experte en droit scolaire et serait vraiment bien préparée par son équipe. Et ça, on est là, on est rendu là. Je regrette que je n'aurai pas de successeur. Donc ça m'attriste beaucoup parce que c'est une perte pour l'institution. L'Ombudsman de l'Ontario est conscient que c'est qu'ultimement, je pense que le commissariat va revenir parce qu'il y a toujours des gouvernements qui passent et ce gouvernement-ci, que ce soit dans 3 ans et demi ou que ce soit dans 8 ans, peut-être que ce soit plus tard aussi, mais éventuellement, ce gouvernement-là va aussi prendre le chemin de la sortie, comme tous les gouvernements précédents. Je pense que les partis d'opposition ont pris note que 14 400 personnes ont manifesté un samedi 1er décembre, alors qu'ils sont juste en train de planifier là, le temps des fêtes, ont pris de leur temps pour aller manifester un samedi 1er décembre dans les rues partout en Ontario. Je pense que ce message-là a été entendu par les partis d'opposition et certainement par le gouvernement en place aussi. Effectivement, nous étions tous de la partie. Merci M. Boileau D'avoir répondu à notre question. Le regard est terminé. On se retrouve dans 3 semaines pour un autre numéro. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis très content. Ça, c'était une bonne entrevue. Merci. Merci vraiment. Merci.